Alors bonjour Guy. Bonjour docteur. Ce mois de novembre est le mois de la moustache. Chacun se demande c'est quoi ce mois. C'est un mois où on essaye de sensibiliser à la santé masculine et notamment au dépistage des cancers de la prostate et du testicule. Alors le cancer de la prostate, c'est le cancer le plus fréquent, avec chaque année plus de 70 000 cas par an en France. C'est vrai que tous les hommes peuvent y être confrontés avec des peurs et avec une démarche qui est commune finalement à tous les hommes. Et on a choisi en ce mois de novembre, ce qu'on appelle Movember, de donner la parole à un patient qui est devenu un ami, qui s'appelle Guy, et qui va nous expliquer sa démarche. Alors d'abord, en quelle année on a fait le diagnostic de votre cancer de la prostate? C'était en avril 2018. D'accord. Donc on vous l'a appris, est-ce que c'était un choc? C'était un choc, effectivement. Comme tout le monde, on se dit « pourquoi moi ?» jusqu'à ce que j'ai découvert que c'était au fond assez courant et assez naturel. Alors comment vous l'avez découvert? Est-ce qu'on vous en a parlé, c'est le médecin qui vous a dit que c'est courant et naturel? Est-ce que vous avez eu recours, comme beaucoup de monde, à la recherche sur Internet? Alors quand c'est mon médecin qui me l'a appris, en fait, je vois mon médecin tous les 3 mois et avec des prises de sang et donc des analyses tous les quelques mois. Et c'est effectivement au cours d'un de ses examens qu'il a découvert une augmentation de PSA, et c'est là où il m'a fait rentrer dans le protocole pour savoir s'il y avait quelque chose derrière. Ensuite j'ai eu des examens IRM et examens de plus en plus approfondis. Et bien entendu, à ce moment-là, j'ai commencé à regarder sur Internet ce que cela impliquait. Alors c'est vrai que quand on a un cancer de la prostate, on a plusieurs préoccupations. D'abord, on veut en guérir, on veut vivre. Donc il y a la peur de mourir comme quand on a le diagnostic de cancer, même si on sait que souvent c'est de très bons pronostics. Mais on a aussi la peur de la dysfonction érectile, c'est-à-dire les troubles de l'érection, la sexualité, et puis le trouble urinaire ou digestif. Donc tout ça, ça fait partie du choix et des décisions. Et puis on sait qu'on a plusieurs techniques, et j'en viens à la question. On a des techniques chirurgicales qui sont très efficaces, de bon niveau, qui peuvent être adaptées à certains patients et pas à d'autres. Et on a des techniques de radiothérapie. Alors est-ce que on vous a proposé toutes les techniques de traitement ou est-ce que c'est vous qui avez choisi? Est-ce que vous vous êtes renseigné? Quelle a été votre démarche, Guy? Au début déjà, quand j'étais voir mon médecin, et d'une part mon généraliste et puis ensuite un urologue, ils m'ont décrit effectivement les différentes techniques par radiothérapie, par acte chirurgical, et au début je n'avais pas entendu parler du CyberKnife. Donc j'ai commencé par me renseigner sur les deux, avec à chaque fois l'impression qu'il y avait même des conséquences et des risques qui étaient significatifs. Et puis, c'est vers, je crois, si mes souvenirs sont bons, 2-3 mois après, vers le mois de juin 2018, que j'ai appris l'existence du CyberKnife, dont cet éminent médecin strasbourgeois m'avait parlé, m'avait orienté vers vous, et quelque part, la technique m'intéressait. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai commencé à regarder de manière très approfondie. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je fais vraiment une strengths and weaknesses analysis à la méthode anglo-saxonne, en regardant les différents bénéfices et risques des différentes opérations. Et là, vous avez mentionné le CyberKnife, c'est un robot de radiothérapie que tout le monde ne connaît pas. Donc, c'est une machine de radiothérapie, ce qu'on appelle un accélérateur de particules miniatures, qui est monté sur un bras robotisé avec 6 degrés de liberté et qui va délivrer des centaines de faisceaux, des énergies qui ne se voient pas, qui font pas mal, avec une précision au demi-millimètre sur les cibles mobiles, qui équivaut à certaines techniques de radiothérapie différentes avec d'autres machines, d'autres marques. Ça fait partie de la palette de la radiothérapie. Mais en fait, en délivrant ces énergies, on détruit les cellules cancéreuses, mais en gardant sa prostate. Alors que certains hommes demandent à faire enlever la prostate, parce qu'ils veulent se débarrasser de l'organe, d'autres gardent leur prostate et on détruit le cancer qui se trouve à l'intérieur. Alors, toutes les techniques ne peuvent pas être pour tous les patients. Et ça, c'est important de bien consulter son médecin pour bien comprendre ça. Néanmoins, pour informer les gens qui vont nous regarder, les hommes et les femmes d'ailleurs, la radiothérapie par CyberKnife, avec ce robot, nous permet en 5 séances de délivrer une dose pour détruire le cancer de la prostate et espérer le guérir.
c'est un traitement curatif. Ce n'est pas un traitement palliatif. Est-ce que vous pouvez nous donner votre vue, votre expérience par rapport à ce CyberKnife? Comment vous l'avez vécu, l'équipe, l'accueil, les séances, l'appréhension? Alors, au début, bien entendu, quand on arrive la première fois pour un traitement, une fois qu'on a choisi, il y a toujours un peu l'appréhension de savoir comment ça va se passer. Et je dois le dire, et je le dis franchement, sans flatterie, il y a un accueil qui est remarquablement bien organisé, une prise en main, une attente qui n'est pas trop longue. Et c'est important au moment où on arrive dans ces moments où on est très anxieux, très tendu. Et puis, on se retrouve dans ce moment où on est allongé sur cette table, où on va rester, je ne sais plus très bien, environ une demi-heure, 3/4 d'heure, à regarder les bras bouger. Et en fait, on constate que ça se passe très bien. Est-ce que vous avez ressenti, quand on a fait ces 5 séances de radiothérapie, ce qu'on appelle stéréotaxique, très précises, est-ce que vous avez senti des effets secondaires? Parce que souvent, chez 20 à 30% des hommes, on a une envie d'uriner plus fréquente. Alors oui, j'ai eu cette envie pendant un peu après, pas immédiatement, mais un peu après, et pendant quelques semaines. Alors là, le confort urinaire actuel, voilà, plus d'1 an et demi après, quel est le confort urinaire actuel? Alors actuellement par rapport à avant, oui. Non-événement, parce que vraiment je n'ai plus aucun souci. Après le traitement par CyberKnife, j'avais une remontée de problèmes urinaires environ 6 mois après, qui avait duré quelques semaines et puis qui a littéralement complètement disparu depuis. Voilà. Donc ça fait partie effectivement des risques, c'est quelques effets urinaires. Beaucoup d'hommes ont un confort urinaire tout à fait satisfaisant. Et sur le plan digestif, le transit intestinal a-t-il changé? Pas du tout. Sur ce plan-là, je n'ai jamais ressenti aucun inconvénient. Alors qu'on sait qu'effectivement, il y a 5 à 10% des hommes qui peuvent être gênés sur le plan digestif, c'est ce qu'on dit au début. Et quand on a de la chance de ne pas être gêné, la qualité de vie est pas mal. La fonction érectile, on en parle, est-ce qu'elle existe? Elle existe, elle est moins puissante qu'avant, je dirais, mais elle existe encore. Voilà. Et c'est important de le dire parce qu'une spécialité chez les urologues, c'est développer l'andrologie, avec tout un tas d'une palette de médications et d'autres techniques qui permet d'avoir une sexualité harmonieuse, conforme à l'esprit, l'état d'esprit de chacun. Donc en fait, vous savez aussi, on sait qu'on surveille, la surveillance fait partie du traitement, parce que même si on guérit dans ces situations dans plus de 90% des cas, on surveille naturellement avec tous les 6 mois une consultation et un dosage du PSA. Votre PSA au tout début, avant le traitement, il était à combien, vous? Il était à... J'ai regardé hier soir, ça a été à 6,8. 6,8, voilà. La normale étant à 4, ça dépend des laboratoires. Mais il y a des gens qui ont des PSA beaucoup plus élevés. Chacun est différent. Les cas de cancer ne se ressemblent pas naturellement. Et maintenant, le PSA est dosé à combien? Il était à moins de 1 et aux dernières ordonnances, il était à 0,85. Super. Donc on voit bien qu'on a eu, sans opération, alors que de temps en temps on opère et que ça se passe très bien d'ailleurs, heureusement, mais on voit bien que sans opération, on obtient une guérison du cancer de la prostate avec une nécessité de surveillance. Est-ce que vous êtes content de votre choix maintenant? Je me suis dit que j'ai vraiment fait le bon choix, oui. Ouais, c'est important. Alors on n'est pas en train de plaider pour un traitement plutôt qu'un autre, parce qu'il y a des traitements d'efficacité équivalente qui ne se ressemblent pas, mais on peut être joyeux finalement et vivre normalement après un cancer, hormis les événements de vie qu'on peut rencontrer. Tout à fait. Vraiment pour moi ça a été un passage, bon c'était... Et après, et je pense grâce à ce traitement, c'est entre guillemets, un non-événement. Quelle importance vous accordez à la confiance et au lien humain pour diminuer toutes ces peurs qui entourent les maladies en général? C'est très important, c'est même fondamental, parce que la confiance, c'est, disons, c'est plus de la moitié du chemin fait pour accepter son traitement et le vivre de la manière sereine. Et donc aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est un plaidoyer pour le dépistage heureux des cancers de la prostate, la guérison et l'absence de troubles consécutifs. Voilà, merci infiniment Guy de ce témoignage. Si on peut sauver des vies avec le sourire et de l'espoir, on aura gagné. Et merci à vous pour tout ce que vous faites, docteur.
Merci.